Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé notre objet de travail conclusif sur les frontières de l'Union européenne et nous avions défini la différence entre l'espace Schengen et l'Union européenne elle-même. Ensuite, nous avions abordé la question des débats autour de ces frontières. Aujourd'hui, nous commençons le grand 2, les frontières d'un État adhérent. Cette vidéo sera assez courte parce que je vais commencer simplement par le grand A, le retour des frontières en Europe avec des considérations générales. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons le grand B avec une étude plus ciblée sur la frontière gréco-turque. Donc le grand A, le retour des frontières en Europe. On peut d'abord dire plusieurs choses. On a des exemples concrets passés assez récents sur cette question des frontières et d'éventuelles fermetures de ces frontières. Les accords de Schengen permettent en effet la suspension provisoire des frontières. Leur fermeture, si on veut, même si officiellement ce n'est pas une fermeture, c'est plutôt un rétablissement des contrôles aux frontières. Et pour plusieurs occasions, ça a eu lieu dernièrement. Par exemple, lors des printemps arabes en 2011, la France a fermé ses frontières sans demander son avis au reste de l'Europe. Également, lors de la vague migratoire avec la crise syrienne, l'Union européenne a commencé à fermer des frontières pour contrôler les flux migratoires. Et après les attentats de 2015 en France à Paris, qui ont fait un nombre de morts absolument atroce, vous vous souvenez que la France a décrété à ce moment-là également la fermeture de ses frontières. Ce 13 novembre 2015, dans la journée déjà, on avait rétabli un contrôle aux frontières pour une durée provisoire et assez courte en vue de la COP 21, donc le sommet sur le climat, qui devait se dérouler à Paris quelques jours après. En réalité, après les attentats, la France a décidé de fermer carrément ses frontières de manière plus longue et de rétablir des contrôles beaucoup plus stricts pour prévenir de nouveaux attentats. Comme vous pouvez voir sur cette carte qui s'affiche, vous voyez qu'après 2015, donc, un certain nombre d'États, surtout de l'ouest de l'Europe, l'Allemagne, la Pologne, etc., ont fermé leurs frontières au nom de l'article 25 du Code Schengen. Et donc, à cause d'une menace grave, ces États peuvent fermer leurs frontières pour une durée maximale de 6 mois, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez que la France, avec ses attentats, elle a pris une mesure d'une autre ampleur, avec un article 29 de ce Code de Schengen, sur proposition du Conseil européen pour mise en péril du fonctionnement global de l'espace Schengen, son contrôle aux frontières. Et donc là, c'est une autre dimension, puisque cette durée peut durer 2 ans, et c'est toute l'Union européenne qui est sollicitée, puisque vous le voyez, il faut l'accord du Conseil européen. Avec les flux migratoires, d'autres problèmes se posent au niveau des frontières, et donc, outre les accords Schengen et les articles qui permettent un contrôle aux frontières, des pays ont aussi décidé de rétablir carrément des barrières à leurs frontières. C'est plus que des contrôles, puisque les barrières n'ont pas pour objet de contrôler, mais elles ont pour but d'empêcher le passage tout simplement. Alors, en 2011, on a construit un certain nombre de barrières, après les printemps arabes et l'afflux massif de personnes venant par exemple du Maghreb, mais aussi d'ailleurs d'Afrique noire, et du Moyen-Orient. Par exemple, à la frontière nord avec la Turquie, la Grèce a fabriqué une barrière de 12 km face à la ville d'Edirne, qui est un point de passage important. On y reviendra lors de la prochaine vidéo. Également la Bulgarie, d'ailleurs avec sa frontière avec la Turquie, elle a construit une barrière de 30 km, mais les autorités prévoient la construction d'une barrière qui sera longue de 130 km à la fin, donc qui en fait correspondra à toute la longueur de la frontière à ce niveau-là. Il y a donc des frontières fermées, ou en tout cas strictement contrôlées à la limite de l'espace Schengen avec les autres pays, mais il y a également des frontières à l'intérieur même de l'Europe et de l'espace Schengen. Par exemple, la Macédoine avec la frontière grecque, la Macédoine, qu'on appelle aujourd'hui officiellement la Macédoine du Nord, elle a construit une barrière qui doit atteindre 37 km à terme. Pourquoi? Ce n'est pas pour empêcher les Grecs d'aller en Macédoine, c'est en fait pour imposer une deuxième frontière fermée aux migrants qui passeraient déjà la frontière turque en Grèce. La Hongrie également a construit une frontière fermée sur toute l'étendue de la frontière avec la Serbie et également avec la Croatie sur 40 km, plus la frontière Drave qui sert ici de barrière naturelle. Ici,
c'est intéressant puisque ce sont deux pays européens, et la Hongrie est dans Schengen, mais pas la Croatie. La Hongrie prévoit aussi de construire une barrière avec la Roumanie et la Slovénie avec la Croatie. Vous voyez que donc tous ces États qui sont finalement plus vers l'extérieur de l'Europe ont tendance à construire des barrières entre eux, et ils construisent des barrières entre autres pour limiter encore une fois l'afflux de migrants venant de l'extérieur de l'Europe. L'Autriche, quant à elle, elle est entourée de pays qui appartiennent à l'espace Schengen. A priori, il ne doit donc pas y avoir de frontières fermées. Pourtant, elle a construit une barrière avec la Slovénie de part et d'autre du poste frontière de Spielfeld. Spielfeld, c'est en gros la porte d'entrée de l'Autriche sur la route des Balkans, donc c'est à partir de cette porte d'entrée que des éventuels migrants venant de l'Est ou du Moyen-Orient essaieront de passer pour rejoindre l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, l'Europe qui est vue comme la zone la plus riche du monde pour ces migrants qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient ou tout simplement d'Europe de l'Est. L'Autriche prévoit aussi de créer une frontière de 370 mètres au col alpin de Brenner. Ça semble peu, et quand on est dans un col alpin, 370 mètres, ça peut être l'intégralité de la longueur que l'on peut passer. Ce col de Brenner, c'est la frontière avec l'Italie. Et donc, vous voyez que même en Europe de l'Ouest, l'Autriche est en train de construire une frontière plutôt fermée. C'est totalement contraire au principe de Schengen. Mais il n'y a pas que l'Autriche qui construit des frontières au sein de l'espace Schengen ou avec un voisin d'Europe de l'Ouest. En France, il y a 40 km de clôture à Calais, érigée à la fois par la France, le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen, donc c'est un exemple moins flagrant que l'Autriche avec l'Italie. Mais vous voyez que la France est aussi concernée par la construction de ces barrières. À la fois donc la France et le Royaume-Uni, mais qui participent également à la construction de cette barrière fermée, de cette clôture en réalité. Il y a également la SNCF et Eurotunnel. Pourquoi ? Le but c'est d'empêcher le passage de migrants de la France au Royaume-Uni. Et on ne va pas, comme je vous le disais la dernière fois, barrer le passage du tunnel sous la Manche ou barrer l'ouverture du tunnel côté anglais, puisque ça serait déjà trop tard, ça serait beaucoup plus compliqué de gérer des personnes qui arriveraient dans une espèce de goulot d'étranglement. Donc on construit des clôtures pour empêcher les migrants déjà d'accéder au tunnel sous la Manche. Et d'accéder également au port qui relie Calais au Royaume-Uni. Tout cela, en fait, ça nous indique une chose plus globale à retenir absolument. L'Europe aura bientôt plus de barrières dans son espace qu'elle n'en avait pendant la guerre froide. Les pays ne veulent plus empêcher leur population de passer à l'ouest, contrairement au mur de Berlin ou à la frontière fermée entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il s'agissait, vous vous en doutez, d'empêcher les populations d'Europe de l'Est de passer à l'Ouest et pas le contraire. Les Européens de l'Ouest n'avaient pas franchement envie de rejoindre le bloc de l'Est. Mais là, il s'agit aujourd'hui d'empêcher les mouvements d'immigration venant de l'extérieur de l'Europe carrément. En réalité, les murs ne sont pas des solutions, surtout à long terme, mais ils sont des réponses à moyen terme ou à très court terme. Ce sont d'abord des démonstrations politiques qui visent à rassurer les opinions publiques, puisque vous le savez, les populations européennes craignent une arrivée massive de migrants venant du Moyen-Orient ou d'Afrique. Mais les responsables politiques, en fait, ne peuvent pas mettre un terme à l'arrivée de réfugiés ou de migrants économiques. Surtout de réfugiés, puisque qui dit réfugiés dit qu'ils ont de bonnes raisons objectives pour protéger leur vie de s'exiler dans un autre pays que le leur. Et donc là, le droit international permet ou même oblige les pays à les accueillir. Ces migrants empruntent de plus en plus la Méditerranée pour pouvoir être accueillis. Pourquoi ? Parce qu'en Méditerranée, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Pourtant, la Méditerranée est un lieu très dangereux, c'est là qu'il y a le plus de morts évidemment. Comme je vous le disais la dernière fois encore, dans le contexte du coronavirus, et là on arrive donc à un exemple plus récent, les frontières ont été fermées très vite aux non-européens, donc les frontières de Schengen. En réalité, c'est pour donner un petit peu l'impression à l'opinion publique européenne que l'Europe se protège. Vous savez bien que finalement, c'est plutôt le contraire, puisqu'une centaine de pays ont déjà fermé leurs frontières avec la France. Ils n'ont pas attendu que la France ferme ses frontières avec eux. Pourquoi ? C'est l'Europe, l'épicentre de la contagion, vous le savez, et c'est l'Europe qui fait peur au reste du monde actuellement.
Un virus ne connaît pas de frontières, et les chefs d'État n'ont pas voulu fermer les frontières pour bloquer le virus, puisque le virus parvient à passer quoi qu'il arrive. Mais dans le cadre du confinement, il devenait illogique aux yeux des populations que les frontières restassent ouvertes. Pourquoi? On ferme les frontières de chez soi, on ne peut plus sortir de chez soi pendant le confinement, et on laisserait des personnes rentrer en France ou en sortir. Aux yeux de l'opinion publique, ça aurait été assez scandaleux, donc les chefs d'État, les chefs de gouvernement ont décidé aussi de fermer ces frontières. Ce qui permet quand même évidemment de limiter l'expansion du coronavirus venant d'Europe vers le reste du monde ou le contraire. Mais en tout cas, c'est une visée politique ici qui a conduit à fermer les frontières. Et puis cela sert également à rassurer les populations. Je vous rappelle ce qu'on peut dire venant d'un grand philosophe, il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Cette demande de l'opinion publique par rapport à la fermeture des frontières, ou en tout cas à un meilleur contrôle, elle se ressent à l'occasion de cette épidémie du coronavirus. Mais en fait, elle fait suite à une tendance plus lourde des populations occidentales qui réclament plus de frontières, plus de protection, et cela se ressent dans le discours politique. Vous savez, on parle de protectionnisme, c'est là-dessus que Donald Trump a été élu aux États-Unis par exemple. Il hausse les barrières douanières pour favoriser normalement l'économie américaine. À court terme, ça a très bien fonctionné, à plus long terme, c'est beaucoup plus périlleux. On parle aussi de souverainisme, c'est le cas de la France. La droite en général en France en parle, et puis c'est d'ailleurs un sujet central pour la droite à l'échelle mondiale. Le souverainisme, donc défendre les intérêts de sa nation en permettant à l'économie et à la nation en général d'être indépendante. Alors comment ça se ressent aujourd'hui? Par exemple, c'est Emmanuel Macron, alors vous voyez, qui est plutôt de centre-gauche ou centre-droit, selon la manière dont on analyse sa politique. Donc il n'est pas issu d'une droite qui ferait la promotion du souverainisme depuis très longtemps. Emmanuel Macron parle beaucoup du souverainisme aujourd'hui en ce qui concerne par exemple la fabrication de masques ou la fabrication de médicaments, puisqu'on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise du coronavirus que la France n'était plus du tout souveraine pour la production de masques depuis quelques années, c'était encore le cas il y a 10 ans je crois, et puis pour la production de médicaments. On se rend compte donc à l'occasion d'une grande pandémie que cette mondialisation dont vous avez beaucoup entendu parler dans le deuxième thème de géographie de tronc commun, elle a des limites quand même, puisque bien qu'elle permette de fabriquer des produits en plus grande quantité et à moindre coût, donc ça nous paraît beaucoup plus simple pour nous occidentaux qui en profitons, en fait on voit que quand l'économie d'un pays producteur est à l'arrêt à cause de la pandémie, à savoir par exemple la Chine pour les masques et les médicaments, on est très embêté. Alors aujourd'hui, dans le discours politique, on remet en avant le souverainisme nécessaire à protéger d'abord sa population, et ce souverainisme, donc, il se ressent par le discours politique et par les actes aussi, puisque on rétablit des contrôles aux frontières, puisque les frontières sont quand même notre objet principal d'étude ici. Je me suis un peu écarté du sujet, mais tout est lié. Voilà donc pour cette vidéo plus courte que les autres, dans laquelle on a abordé des aspects plus généraux pour que vous voyez concrètement comment peut se traduire la question des frontières dans des moments de crise. Dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, nous aborderons un cas de crise beaucoup plus localisé et beaucoup plus récent, puisqu'il date de février dernier, la question de la crise à la frontière gréco-turque. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.